Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'ai le plaisir d'accueillir The Conran Shop comme partenaire de cette nouvelle émission. Mais oui, vous connaissez forcément, c'est l'une des plus grandes marques d'art de vivre au monde, fondée en 1973 par l'anglais Sir Terence Conran. C'est toujours un plaisir de se balader dans leur boutique ou même en ligne, que ce soit pour trouver l'objet parfait ou l'inspiration. Mobilier, luminaires, accessoires, leur sélection est unique, dans un style à la fois contemporain et vintage, signé de grands noms du design ou de talents émergents. Cette saison, la collection Printemps-été 2022 se concentre sur le bien-être émotionnel dans la maison et fait la part belle à l'artisanat et aux matériaux naturels avec plein de collaborations exclusives ou en marque propre qui méritent qu'on y jette un œil. Mais avant, place à l'épisode. Bienvenue dans Le Club, la nouvelle émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement, portraits de talents, événements à connaître, bonnes idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux pour le premier épisode du club. J'étais vraiment contente de proposer ce nouveau format qui n'existe nulle part ailleurs. On avait pris beaucoup de plaisir à le faire et vous étiez au rendez-vous, donc un grand merci. Pour ce deuxième épisode, l'équipe est toujours là. Bonjour les filles. Hello, bonjour. Salut Hortense. Vous entendrez d'abord Violaine Bellecroix nous parler de l'un de ses sujets favoris, la transition écologique. Mais cette fois, elle va nous parler des travaux que l'on peut faire et de leur impact écologique. C'est bien ça, Violaine ? Oui. Oui. Ensuite, Billy Blanquette partagera avec nous ses bonnes astuces pour séparer une pièce, mais sans forcément créer de cloison. Elle nous dira toutes les alternatives qui existent. Absolument. Et enfin, Marie Farman se penche sur un sujet dont on entend beaucoup parler sans forcément connaître les détails. C'est l'impression 3D, notamment dans le domaine du design d'objets et particulièrement de la céramique, Marie ? C'est ça. Bon, j'ai tout bon. Un programme qu'on enregistre au Roc, cet hôtel en plein cœur de Paris qui a été imaginé par Sarah Lavoine. Vous devriez nous voir, c'est un vrai havre de paix, c'est chic et cosy, donc tout à fait la signature Sarah Lavoine. Je pense qu'on va être bien. C'est bon les filles, vous êtes bien installées ? Hyper bien, parfaitement. Parfait. Eh ben on y va. Violaine, je disais en intro, tu voulais nous parler de travaux et écologie. Oui, parce que je trouve qu'on parle souvent, pour sa transition écologique, on parle souvent du produit fini, de ce qu'on achète, de ce qu'on n'achète pas. Et quand on fait des travaux, or autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent pour refaire. Enfin, c'est un peu souvent le but. Et puis même quand on aime le travail d'un archi, on suit un peu... Enfin, ça nous intéresse de voir les transformations entre un lieu qui a été ceci et qui devient cela. Et l'autre jour, sur Woman in Transition écologique, on a fait une interview de Marion Maylander. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne sais jamais si on dit le i ou pas. Et ça m'a vachement intéressée. Et en fait, je me suis dit que, comme à chaque fois que je me dis quelque chose sur la transition écologique, elle doit être à tous les niveaux de nos vies, mais pas forcément... C'est pas forcément évident de s'en rendre compte comme ça en une seconde. Et j'ai adoré ce qu'elle a dit parce que elle expliquait justement... Quel est son métier ? Elle est architecte. Nous la architecte, présenter. Marion Maylander. Et elle est spécialisée là-dedans. Architecte et designer, c'est elle qui a fait le Tuba, par exemple. Et elle a une marque aussi. L'hôtel. À Marseille. Pardon. Heureusement qu'il y a des journalistes à cette table pour me reprendre. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais je cite pas tous ses projets, mais elle en a des tonnes. Elle a fait des scénographies aussi pour The Animal Observatory. Elle a fait des boutiques. Enfin, vraiment, elle a fait énormément de choses. 0491, c'est sa marque d'art de la table. Et elle recuit de la céramique avec des images délicieusement kitsch ou avec beaucoup d'humour. Je vous invite à aller regarder parce que je trouve c'est dur d'en parler tellement c'est fun et en même temps, enfin, c'est canon et c'est très écologique. Et bref, elle parlait des chantiers qu'elle avait, etc. Et que sur un chantier, par exemple, et là vraiment, ça m'a éclairé
une ampoule, une case qui n'était pas éclairée jusque-là dans mon cerveau. Et elle dit, oui, avec un client, là, on refait un hôtel, etc. Et on réfléchissait aux baignoires. Donc, l'hôtel qu'elle refait était déjà un hôtel. Donc, il y avait déjà des baignoires. Et elle dit, pour le prix qu'on voudrait mettre dans les baignoires, il n'y aura pas beaucoup plus beau. Est-ce qu'on ne garde pas ces baignoires et on met plus d'argent, par exemple, dans un revêtement qui soit une moquette, mais fabriqué de façon plus écologique ou plus locale? Et son client l'a suivi. Et je me suis dit, ouais, en fait, mais nous aussi, quand on fait des travaux, au lieu de tout casser, de faire des verrières et d'acheter des caissons d'une marque suédoise, même s'ils sont très bien et très utiles, etc., voilà, il faut aussi qu'on se pose la question parce que ça crée énormément de déchets, en fait, les travaux. Tu vois bien, enfin, nous, à Paris, par exemple, c'est pas la personne qui fait les travaux qui va à la déchetterie parce que c'est un truc de professionnel, mais en province, tu le vois, tu dois remplir des remorques et des remorques pour enlever tout ce qu'il y a à enlever, etc. Donc, si tu peux conserver quelque chose, c'est toujours mieux, en fait. Et si tu ne veux pas le conserver, tu peux le proposer, le donner, le proposer à la vente, le proposer à la récup, etc. Et donc, je suis partie de l'intervention de Marion que j'ai trouvée vraiment passionnante et qui est vraiment une femme que j'aime beaucoup et que je ne connais pas personnellement, mais j'aime bien son approche de l'architecture et la façon dont elle parle, par exemple, pour chez elle. En fait, elle réfléchit en partant de la contrainte. Elle a récupéré des fenêtres dont j'ai oublié le nom, c'est des fenêtres des années 50 à double vantaux, tu sais, qui permettent d'aérer une pièce. Voilà. Américaine un peu, oui. Tu soulèves tu soulèves les deux et ça aère super bien, des fenêtres en bois super belles. Et pour sa maison, elle est partie de la contrainte. J'ai acheté ces fenêtres à la fermeture de l'usine, comment je construis autour, tu vois? Et finalement, cette contrainte, et elle parle de son travail comme, elle dit, c'est comme l'art contemporain, en fait. Tu pars de quelque chose et puis tu travailles autour. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant et je me dis que chacun peut le faire à son échelle. Au lieu de se dire, je casse tout et je mets une cuisine suédoise, est-ce que je garde pas l'évier, qui est pas mal, qui est ancien? Est-ce que je mettrais pas à côté quelque chose d'autre? Et il y a un compte Instagram que je suis qui m'aide beaucoup là-dedans, qui s'appelle Merci Raoul. C'est une designer et une architecte qui sont associées dans une structure qui s'appelle Atelier Mercier Raoul et elle propose de refaire des appartements, des maisons, des boutiques avec une conscience écologique. Je crois bien qu'ils ont refait les bureaux de l'atelier Nubio. Bon. Là, on peut pas t'aider. Là, vous m'aidez pas. Non, je sais pas, moi. Ils sont pas toujours là. J'ai jamais su non plus. Et donc voilà, donc vous pouvez voir ça sur leur site. Et moi, son compte Instagram, je le trouve hyper inspirant. Alors, je parle pas d'esthétique, là. Je parle vraiment elle parle des matériaux, des peintures qu'elle utilise. Par exemple, je crois qu'elle va avoir un bébé là, elle récupère un couffin. Et à l'intérieur du couffin, vous savez, il y a toujours ces petits matelas en mousse qu'elle appelle mousse cracra. Visiblement, c'est vraiment pas bon du tout pour la qualité de l'air intérieur. J'en parlerai après. Et donc, elle va chercher la marque qui fabrique en France le matelas en matière écologique. Et elle fait ça pour la baignoire. Donc, c'est une mine d'infos démente parce que quand tu te poses une question pour chez toi en disant là, je serais prête à faire un choix écologique. Comment je peux le faire? Et en général, sur son compte, je trouve une réponse. Je dis pas que je fais toujours le choix écologique et qu'on doit le faire à 100% de ton chantier, mais d'essayer de le faire, je sais pas moi, récupérer les poignées de porte d'une maison de famille qu'on vend, qui va être toute refaite des pieds à la tête, récupérer les poignées de porte et les remettre chez soi. En plus, ça a une histoire, ça évite de consommer. Ouais, tu vois, il y a un esprit. Après, moi, ça me parle, tu vois, intellectuellement. Après, le coup de la baignoire, moi, je me dis... Je jette un... Mais est-ce que c'est pas plus écologique quand même? Parce que ça consomme énormément d'eau, la baignoire. Alors donc, oui, le mais calcul dans l'histoire. De toutes les manières... De mettre une douche, tu veux dire? Oui, de mettre une douche finalement. C'est sûr, mais ta douche peut te servir... Ta baignoire, peut te servir de douche. Dans certains cas, peut te servir d'une douche. Je dis pas tout le temps. La baignoire pâte de lion plantée au milieu d'une salle de bain en parquet, c'est sûr que c'est tu pas prends forcément... pas ta douche. Voilà. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme... Enfin, vraiment, c'est cette interview de Marion qui m'a... Et comme je suis en travaux, et que j'étais chez cette marque suédoise, je me suis dit, peut-être que je peux aller voir ailleurs et trouver... Alors, c'est sûr que ça demande un peu plus de temps, mais au final, c'est une démarche un peu intellectuelle. Ça devient un jeu. Et finalement, on trouve les caissons de la marque suédoise sur le Bon Coin. Oui. Donc, on peut aussi acheter d'occasion. Donc, c'est quelque chose qui a déjà servi, qui a déjà été embellé, qui a déjà été transporté. Donc, son empreinte carbone est moins forte parce qu'en général, on regarde les trucs...
à côté autour de soi. Donc, je trouve ça vraiment... Et en plus, ça revient souvent moins cher, en plus. Et ça, Tant qu'à faire. alors, ça, c'est sûr que c'est toujours moins cher. Enfin, à 90%, c'est moins cher. C'est parfois un petit peu plus compliqué, mais... Et le dernier truc dont je voulais parler, qui, je trouve, s'inscrit dans cette démarche, c'est un collectif. Alors, j'espère que je vais bien vous l'expliquer parce que leur site est en anglais et je ne suis pas fluente. C'est un collectif belge qui a monté une plateforme se vouant à réduire les déchets liés aux travaux et à la construction, principalement parce que quand, par exemple, une école devient une résidence, un EHPAD, ou qu'un EHPAD devient une maison particulière, bah forcément, il y a des tonnes de trucs qui ne servent plus. Des lavabos, des portes, des placards. Beau, pas beau, c'est pas la question. Il n'y a pas de dimension esthétique, c'est juste que ça sert plus. Eux, ils les mettent en vente à des prix défiant toute concurrence sur leur plateforme qui s'appelle Rotor DC. Ah, c'est génial. Voilà, et ils sont trop mignons. Enfin, moi, ce que j'ai saisi de leur projet, je le trouve vraiment adorable. Donc, ils décèlent des petits carreaux d'école, des tomates. Donc, vous pouvez acheter un lot de briques, une porte, une publicité vintage qui était collée quelque part. Voilà. Alors, il y a un énorme hangar à Bruxelles où on peut aller. Bon, ça, c'est peut-être plus pour les pros ou quand on a vraiment beaucoup de choses à acheter. Mais sinon, il y a un site internet et vous pouvez commander un petit lavabo années 60 ou des choses comme ça. Et moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que le lavabo années 60, trop mignon de la maison que vous venez d'acheter, mais il est trop mignon, mais oui, mais quand même, j'en veux pas, parce que je préfère avoir une double vasque fonctionnelle, parce que en gros, moi, c'est quand même ce que j'entends autour de moi. Bah, ce petit lavabo, il va trouver preneur parce qu'il y a un archi ou quelqu'un qui a envie de bricoler, parce que c'est vrai qu'il faut quand même mettre un peu la main à la pâte dans tout le monde n'est peut-être pas capé pour je sais pas moi, installer son plan de travail soi-même. Enfin, voilà, il y a des dimensions techniques. Là, je veux pas du tout m'appesantir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ces initiatives m'ont semblé intéressantes pour ça et surtout pour la pollution de l'air intérieur, qui est un vrai problème aujourd'hui. Moi, j'ai été éveillée au problème par Dyson, qui a lancé un purificateur d'air. Et moi, j'ai tourné de l'armoire en me disant, comment ça ? Si on fume pas chez soi, je voyais pas où est le problème. En fait, non, tous ces matériaux neufs, principalement l'aggloméré, il y a des cols dedans qui sont hyper nocives et qui diffusent pendant très longtemps. Ouais. Donc, si vous faites ça, il vaut mieux le faire l'été, ouvrir régulièrement. Voilà, très régulièrement. Et les travaux, de façon générale, il vaut mieux les faire l'été. Comme ça, on peut vachement ouvrir et il y a moins de déperdition d'énergie parce qu'on n'est pas obligé de chauffer pour que les gens se gèlent pas à l'intérieur du chantier, etc. Voilà. Alors, Rotor, tu dis, comment tu l'appelles Rotor DC. Donc, ROTOR. ROTORDC.com. Ok. Très bien, on va leur faire de la pub. Je trouve ça génial. Regarde, ils ont un compte Insta alors, compte Insta, je ne suis pas allée jusque-là, mais... Ouais, Rotor DC. Rotor DC. Bah, vous verrez, mais je trouve que la démarche est hyper originale. Si on pouvait avoir un hangar comme ça, je sais pas, partout en France, ce serait super. Ouais, c'est ça. Faudrait que... Marie, toi qui as créé ta marque Ava Paris, qui sont des meubles et objets bien pensés, tu es sensible à ce sujet on parlait de travaux, donc je fais une petite liaison avec les matériaux écolos. Oui, la marque que j'ai créée avec Charlotte Juillard, qui est designer, effectivement, c'est très important pour nous. C'est la genèse, en fait, de tous les projets, c'est le matériau. On réfléchit beaucoup en amont, avant d'avoir une idée, quel matériau on va utiliser, la pertinence du matériau. Puis surtout, comment il va s'inscrire dans le temps. Est-ce qu'il va être recyclable ? Est-ce que en fait, le choix du matériel prévaut à l'envie esthétique. C'est ça qui est passionnant et c'est difficile parce que ça nous contraint beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est vraiment en adéquation avec l'idée qu'on a aujourd'hui du design, que ce soit Charlotte en tant que designer ou moi. Et vraiment, le matériau, on va se poser la question. Par exemple, là, on vient de sortir un tabouret et une table basse en bois. Au début, on s'est dit, bon, voilà, c'est la première fois qu'on faisait un petit mobilier. Et on s'est dit, voilà, le mobilier, l'idée, c'est pas le jeter dans 5 ans. Donc, il faut que ça puisse se transmettre, que ça soit robuste, que ça soit recyclable au cas où. Et finalement, le bois s'est imposé, vraiment. Donc, effectivement, le matériau, nous, dans notre démarche avec Ava, c'est le point central, c'est la genèse de tous les projets. D'ailleurs, j'ai vu que c'était même du bois brûlé. Non, c'est quoi le bois brûlé ? Le bois brûlé, c'est une technique japonaise qui a aussi, oui, c'est beau, mais comment ? Qui a aussi des vertus de durabilité parce que ça a été, en fait, le fait de le brûler comme ça le protège. Et notamment, c'était utilisé par les pêcheurs japonais
en bardage de maison pour protéger leur maison des intempéries. Et donc, le fait de le brûler comme ça, tout doucement, il y a une technique particulière, ça le protège dans le temps. Donc, ça a beaucoup résonné pour nous. On a cherché de faire du bois et on s'est dit, oui, du bois comment ? Et on est tombé effectivement sur cette technique. On s'est dit, c'est une évidence pour nous parce que ça faisait sens avec le fait qu'il fallait qu'on fasse un petit meuble qui reste et qui soit robuste et qui s'inscrive dans une durée de vie. Donc voilà, c'est vraiment je dirais que le matériau, et encore une fois, c'est pas facile. C'est une contrainte, ça nous questionne. Mais c'est comme ça, on s'est imposé cette rigueur depuis le début. Super. Allez, à toi Billy, on reste un peu dans les travaux, mais plutôt l'aménagement. Tu vas nous parler de cloisons. Oui. Alors, moi, aujourd'hui, les filles, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, en fait. Pas forcément ceux qui ont des petits apparts ou des petits studios, mais aussi des gens qui ont des grandes maisons avec des grandes pièces et des grands espaces. C'est la manière dont on peut un peu organiser justement cet espace, dont on peut le séparer pour éviter justement de le cloisonner. Donc, comment est-ce qu'on peut séparer sans cloisonner ? That is the question. That is the question. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué quand on a écrit notre livre dont on a parlé l'autre jour, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout pour les studios, ça on nous demande tout le temps comment est-ce qu'on peut faire pour s'organiser, pour que l'énergie circule bien dans un petit studio, parce que c'est vrai que dans un studio, réunir une chambre, un bureau, un salon, une cuisine, tout ça dans une même pièce, c'est pas évident. Et comment tu peux essayer d'organiser ça sans avoir évidemment à monter un mur. Et pareil, finalement, on se dit bah oui, la solution c'est d'avoir des grandes pièces. Bah, en même temps, quand on voit les lofts, moi je suis pas une pro loft du tout parce que j'ai vécu dans un truc dans le genre et que je trouve que c'est pas non plus très agréable parce que finalement tout le monde est toujours ensemble, il n'y a pas vraiment d'intimité. Si on parle d'énergie, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est pas spécialement bien organisé. Donc, j'ai essayé de réunir un maximum d'idées pour que chacun, selon ses envies, sa surface ou son budget, trouve chaussure à son pied. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de les organiser, moi qui ne suis pas du tout organisée, donc ça m'a pris beaucoup de temps. On te remercie, l'auditeur te remercie. Donc, je vais partir de la manière la plus simple et facile à la plus perfectionnée et donc forcément un tout petit peu plus coûteuse. Donc déjà, la solution numéro 1 qu'on connaît tous, de toute façon on les connaît toutes, mais il faut y penser. Déjà, la solution numéro 1, c'est celle du paravent, qui est vraiment le b.a.-ba, qui est hyper joli et qui est surtout hyper facile à trouver parce qu'on y revient complètement, il y en a partout, toutes les marques en font. Mais, comme dirait Violaine, on n'est pas obligé de l'acheter, on peut aller le chiner. Non, mais c'est vrai. En plus, moi, j'ai un vieux paravent que j'avais trouvé, je ne sais plus où, dans la rue. C'est hyper beau, en fait, les paravents anciens. Tu le retapisses, en fait. Bah voilà, ou tu le partages. Moi, j'ai trouvé un truc en bois. Enfin, tu vas sur Le Bon Coin ou Celency et tu n'es pas forcément obligé d'aller acheter ça dans une marque qui fabrique on ne sait où. On ne sait tout. Non, on ne sait tout. On ne sait où. Bah oui, on ne sait où, mais on. Bon, bref. Alors, pardon. Donc ça, c'est hyper pratique, le paravent, parce qu'en plus, c'est mobile. Donc, en fait, on n'est pas obligé de s'en servir uniquement à un endroit. On peut s'en servir dans une autre pièce pour cacher un coin qu'on n'aime pas. Par exemple, si dans un studio, on a son coin avec ses vêtements qui sont surimportants, bah, on met le paravent devant. Si on reçoit... l'avantage, c'est qu'en fait, ça peut cacher, comme ça peut organiser l'espace. Et pour revenir au studio, ça peut être pratique de le bouger selon le moment de la journée. Si on veut, par exemple le soir, si on invite des copains, on cache la partie bureau ou la partie vêtements. Ou inversement, si on travaille, on va cacher la partie lit. Enfin, voilà, c'est pas mal pour pouvoir organiser selon les moments de la journée. Ensuite, autre solution qui est assez simple et qu'on voit pas mal aussi, alors c'est tout ce qui est plantes vertes ou même les jardinières. Il y a pas mal de marques maintenant qui font des jardinières qui sont un peu plantées sur comme des grandes tiges, comme des consoles en fait. On les place où on veut et ça peut délimiter l'espace. Alors, ça cache rien du tout, à l'inverse du paravent, mais ça apporte de la verdure, ça fait rentrer la nature dans la maison et puis ça délimite l'espace. Et là aussi, si par exemple, on a envie de se faire un coin, admettons, on a un très grand salon et qu'on a envie d'avoir un petit coin cosy, un petit coin lecture, on installe des plantes et puis derrière, on met des fauteuils, une petite table et puis ça délimite aussi un coin cosy.
Ensuite, il y a un autre système qui marche super bien. Alors moi, j'en ai toujours collé un peu partout chez moi. D'ailleurs, je vais vous raconter ma vie. C'est les rideaux. Ça, hein, t'as vu? Pas mal. Mon rideau en haut. Attendez, un peu de teasing. Mais tout le monde te suit. Bah Bibi. oui, mais peut-être pas. Donc le rideau, ça permet de séparer une pièce en deux. Moi notamment, enfin je pense surtout aux chambres d'enfants, les chambres qui sont partagées dans les grandes villes. On a souvent les enfants qui partagent la même chambre, et ça peut être assez pratique, surtout s'ils n'ont pas le même âge, qu'ils se couchent pas à la même heure, de pouvoir tirer un rideau entre les deux. À la rigueur, de même prendre un rideau opaque s'il y en a un qui est plus âgé, qui lit le soir et qui laisse la lumière allumée alors que l'autre veut dormir dans le noir. Donc ça, c'est hyper pratique. On peut tendre un fil ou installer une tringle là où on a envie de délimiter l'espace, et puis on suspend un rideau. Alors le rideau, soit on prend un prêt-à-poser tout bête, soit on se fait faire un joli double rideau assorti aux couleurs des deux espaces qu'on va délimiter. Et puis en plus, ça peut servir, voilà, c'est là que je raconte ma vie, d'isolation phonique. Parce que si on met une doublure phonique à l'intérieur, moi, c'est ce que j'ai fait à la maison. On a installé un rideau en haut de l'escalier parce que donc notre petit dernier a sa chambre qui est juste en haut de l'escalier, et mon homme a souvent tendance à regarder la télévision le soir, et la fille qui raconte sa vie, et du coup le son monte, et donc toutes les 2 minutes, papa, tu peux baisser le son, et en plus il est un peu dur de la feuille, donc du coup ça arrange pas les choses. Donc j'ai cherché une solution. Et j'ai trouvé un super... Bref, du coup, j'ai tendu un rideau en haut de mes escaliers, et c'est hyper pratique parce que ça coupe vraiment du bruit. Enfin, ça coupe pas comme une porte. Ça y en est parti en fourrure. Ça coupe pas vraiment comme une porte le ferait, mais disons que ça assourdit en fait. Ça casse en fait le côté un peu aigu des sons qui montent. Donc moi j'ai trouvé ça hyper pratique. Voilà. Et en plus ça apporte de la douceur, c'est hyper apaisant. Voilà. Donc et puis après alors moi je dis ça peut être dans une chambre, ça peut être pareil pour se couper du bruit, mais ça peut aussi délimiter un coin bureau quand on est dans un petit espace. Justement, on met le lit d'un côté, le coin bureau de l'autre. Ça peut être pratique. Et puis, si on a envie d'être super tendance, on peut prendre un rideau en perles de bois, parce que ça revient vachement à la mode. Des perles peintes. Ou toi, tu vois, t'en vois, Violaine? Oui, je vois. Ouais. C'est le sketch de Michel Lem. Ah bon? Deling, deling, deling. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Je suis la seule à avoir cette référence. Non, Michel Lem, le là, ça ne vient pas tout de suite. Ouais. C'est hyper... Ça revient vachement à la mode, non, mais après, je ne sais pas qui en fait. Alors, il y avait une marque à Maison Objet qui avait proposé ça, j'avais vu en photo l'année dernière, je sais plus. Ouais, et puis perles de bois ou je sais pas quoi. À mon avis, tu dois en chiner justement pour le coup. Ouais, sans doute. Perles de bois où t'en as qui sont peintes à chaque fois que tu passes, ça fait le bruit. Oui, mais t'es pas obligé de le mettre en porte. Tu le mets, tu vois, pour faire une petite séparation, pour montrer une différence entre deux espaces. Le coin de dressing dans la chambre. C'est pas Elisa qui avait fait ça. Les dieux créateurs n'avaient pas fait ça. Ouais. Si je crois. Bon, après, il faut peut-être pas avoir de chat avec ça. Oui. De chat? Ouais, parce que je pense que les petites bouboules... Ah oui. Voilà, bon, bref. Et puis, après, j'ai pensé à une autre idée qui est assez simple à réaliser. En séparation vraiment simple, on fait avec ce qu'on a à la maison, c'est de séparer en installant un meuble haut entre deux espaces. Donc, je pense par exemple à une bibliothèque. Idéalement, si elle est ouverte des deux côtés, c'est sympa parce que on peut profiter donc des deux côtés des livres. On n'est pas obligé de le remplir de bouquins. On peut laisser des petits espaces qui vont laisser passer la lumière, mettre une plante, une petite bougie, un objet. Voilà. Et si on n'a pas de bibliothèque, parce que j'entends déjà celles qui vont dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas de bibliothèque qui s'ouvre des deux côtés. » Eh ben, on prend un meuble haut, un meuble qu'on a chiné, le meuble de la grand-mère, et puis le dos du meuble, effectivement, il est moins joli, mais on peut tout à fait le repeindre, accrocher un joli tissu dessus, coller des affiches, faire un petit truc déco, ça peut être aussi très sympa.
Donc ça, c'était pour les solutions un peu système D, enfin assez simples à réaliser. Après, il y a des choses qui sont, on va dire, un petit peu plus, qui nécessitent une installation plus pérenne, qui vont être des installations fixes pour le coup. Donc là, pareil, je vais partir de la plus légère à la plus lourde, à commencer par les claustras, qui sont, pareil, quand même assez tendance. En ce moment, il y en a beaucoup qui sont donc des parois ajourées qu'on fixe du sol au plafond. Donc là, on peut aussi en chiner parce qu'il y a les claustras, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Il y en a en bois, mais on peut en faire aussi. On voit pas mal d'archis sur Insta qui en font construire en terre cuite, en béton. Ça peut être hyper joli et ça structure l'espace tout en laissant passer le regard. Mais là, en effet, une fois que c'est installé, on ne bouge plus, quoi. Ensuite, dans le même genre que les claustras, bon, ça, c'est un truc que j'avais repéré sur Pinterest, parce que Pinterest, il faut y penser quand on veut chercher des bonnes idées. C'est tendre des... Bon, alors ça, il faut avoir quelqu'un de bricoleur à la maison ou se trouver une personne qui est assez bricolo. C'est tendre entre le sol et le plafond des cordes, côte à côte, plus ou moins espacées. Donc, on prend des cordes... après, chacun fait selon son goût, des cordes épaisses ou des cordes fines, et puis on les espace plus ou moins. Ça, pareil, c'est une espèce de brise-vue qui est assez jolie. Après, dans les choses plus conventionnelles, et ça qui doivent intervenir quand même dès, je dirais, l'installation, la construction, mais on peut y penser aussi, c'est tout ce qui est cloisons et portes coulissantes, qui sont pratiques, qu'on ouvre ou qu'on ferme à l'envie. Et idéalement, c'est plutôt, je dirais, il faut les faire à galandage, c'est-à-dire qu'elles disparaissent dans le mur. C'est plus joli, c'est plus esthétique. Et puis, autre alternative qui est aussi pas mal en vogue en ce moment, c'est les briques et les pavés de verre. Mais alors ça, c'est pareil, hein, c'est une vraie construction, quoi. Une fois qu'on l'a posée, on n'y touche plus. Ça, c'est hyper joli. Ça laisse passer la lumière, mais ça laisse pas passer le regard, en fait. On aperçoit des choses derrière, mais on voit pas bien. Et on termine par celle qui a remporté tous les suffrages ces dernières années, qu'on a vu absolument sur tous les chantiers et donc partout sur Instagram, c'est la verrière avec les montants en métal noir, type fenêtre d'atelier. Ça, on en a soupé. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique. Alors maintenant, on en voit en bois, avec des structures en bois. Les archis commencent à travailler avec des formes un petit peu plus douces, arrondies, art déco. Donc ça change un peu de la traditionnelle. Mais c'est vrai que c'est quand même hyper pratique. Ça laisse passer la lumière. Ça permet de créer même une pièce dans la pièce sans monter de mur. Ça isole du bruit, des odeurs. Bon, voilà. Et alors là, pour le coup, bon, c'est vraiment... c'est plus cher que tirer un rideau, ça c'est sûr. Donc il faut, pour résumer, bien définir ses besoins, son budget. Si on est propriétaire ou locataire, ça change tout aussi. Et puis en fonction, on s'oriente vers la solution la plus adaptée. Verrière, je rebondis. Moi, j'ai fait chez moi, tu as différents prix, hein, selon si tu passes par un pro ou tu peux aussi l'acheter chez La Paire, Leroy Merlin. Et attends, parce que quand on cite une marque, je crois qu'il faut en citer 3 pour que la concurrence. Alors attends, La Paire, Leroy Merlin et Casto, je pense. Il y a tout ce qu'il faut. Et qui sont pas chers du tout, hein. Et ouais, c'est une super idée. Mais ça, par exemple, sur tout le feng shui, là, la séparation, c'est... Parce que j'ai lu dans ton bouquin, justement... Ah, c'est bien, ça. Parce que, alors, moi, je suis contre les cuisines ouvertes. Donc, je ne vis pas dans la bonne époque. Hein. Moi aussi. Parce que je veux une cuisine fermée, bref. Mais peut-être parce que ça dépend du mode de vie qu'on a. Mais je me demandais, justement, si tu cloisonnais l'espace à moitié quand t'as pas le choix. On enlève le truc où t'as pas le choix. Mais si t'as le choix, est-ce que ça fait quand même circuler l'énergie, Bah oui, justement, ça la ralentit en fait. C'est ça qui est bien, tu vois, les rideaux, par exemple, un rideau, ça ralentit, ça apporte du yin, donc de la douceur, c'est assez apaisant. Et en fait, ça permet justement de moduler en plus. C'est-à-dire que si la journée, tu as besoin de plus d'énergie, alors ça, c'est pour les cloisons, on va dire, qui bougent. Tu vas ouvrir le rideau. Si le soir, tu as envie d'une énergie plus douce, plus yin, tu vas le fermer. Oui, donc ça serait assez... oui, moi, je pense que c'est assez... au contraire, c'est mieux qu'un mur, justement, qui cloisonne complètement. Définitivement. Voilà. Au contraire, je pense que le chi circule mieux. Merci Billy. Marie,
c'est à toi. Très bien. Alors, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler d'un sujet sur lequel je m'étais jamais vraiment penchée jusqu'ici, un peu par a priori, je pense, et par méconnaissance. C'est l'impression 3D dans le domaine du design d'objets, et notamment dans la céramique, puisque tout le monde adore la céramique. Ces derniers temps, j'ai vu des belles choses imprimées en 3D, des vases, des bougeoirs, des accessoires d'art de la table, fabriqués avec des matières naturelles, alors qu'on a souvent une image de l'impression 3D un peu tech, je trouve. Souvent, on a l'impression que c'est forcément des choses réalisées en plastique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la main de l'homme, l'artisanat, c'est hyper glorifié et à juste titre, on aime bien cette image effectivement d'un artisan dans son atelier avec les mains dans la terre. Donc forcément, quelque chose fabriqué avec une machine, ça nous met un peu à distance et c'est presque antinomique. Mais ce que j'ai vu dernièrement m'a donné envie quand même de me pencher sur la question et de me renseigner davantage sur cette technique de fabrication, donc l'impression 3D, qui est finalement assez méconnue et sous-estimée. C'est une technique de fabrication ou c'est en amont du travail ? Non, c'est une technique de fabrication. Mais alors, c'est quoi, Marie, l'impression 3D ? Alors, l'impression 3D, ça existe depuis les années 80, mais c'est au début des années 2000 qu'on commence vraiment à en parler, parce qu'elle devient plus accessible au grand public et c'est plus réservé qu'au domaine de l'industrie. Donc, concrètement, ça permet de fabriquer à partir d'un fichier numérique toutes sortes d'objets en volume. Elle est très utilisée, par exemple, dans l'aérospatiale, dans l'automobile ou même dans la médecine. Au début, on pouvait imprimer qu'avec du plastique, mais aujourd'hui, les possibilités de matériaux sont infinies. La gamme s'est vraiment élargie. On peut utiliser des matériaux recyclables, du verre, de la terre. On pense aussi que c'est l'impression 3D, c'est pour faire des petites maquettes ou pour des protos, mais en fait, aujourd'hui, c'est un vrai outil de fabrication et d'innovation. Donc, c'est qu'on comprenne bien, les filles, c'est bon, vous suivez ? Oui, mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'avoue, jusque-là, c'était un peu... je comprenais pas très bien ce que c'était, parce que c'était le côté impression. Parce que pour moi, impression, c'est imprimer à plat sur un papier. Non, là, c'est en volume. En fait, c'est en volume, en fait. C'est un robot qui va te découper un objet, en fait. Qui va l'interpréter à partir d'un fichier numérique et qui va te le sortir en volume, une tasse, un verre. C'est ça, d'accord. Tu peux imprimer une pièce manquante. Voilà, ouais. Oui, mais c'est bizarre d'utiliser le terme imprimer, je trouve. Tu vois, pour moi, imprimer, c'est un truc à plat. Ouais. Ah, c'est un photocopieur, plutôt peut-être. Et c'est pas imprimer, c'est impression. Ouais. C'est recopier, en fait. C'est une impression. C'est traduire en volume, en fait. C'est traduire en volume, c'est ça. Ok. Tu voulais nous donner des exemples ? Oui, alors je voulais vous donner un premier exemple. D'abord, je voulais vous parler de la jeune marque Tram qui vient de lancer sa 3e collection entièrement imprimée en 3D. Donc, ils ont demandé à 3 designers de créer des objets, des vases, des pots, mais aussi des petits coquetiers, inspirés d'abord des motifs du décor de l'Alhambra à Grenade. Ensuite, ces objets, donc les designers ont travaillé sur ce type de motifs pour les inspirer. Ensuite, ces objets ont été donc dessinés en 3D, puis imprimés en 3D avec de l'argile. Après, ils sont cuits, émaillés à la main, ce qui fait d'ailleurs leur singularité, et puis après recuits comme dans un process normal et classique de fabrication de céramique. Donc pour la marque, l'impression 3D, ça va révolutionner le marché du design et de la décoration. Vraiment, ils misent énormément là-dessus, parce que notamment, ça résonne avec les enjeux actuels. Imprimer en 3D, ça permet d'accélérer le développement du produit, de produire localement, parce que finalement, on n'a besoin que d'une machine. Il y a beaucoup moins aussi de moyens de transport et de transport de marchandises, et ça permet de fabriquer à la demande pour une production ajustée aux besoins. J'ai demandé à la designer Amandine David, qui a dessiné des vases et des pots pour cette collection, quel était son regard sur l'impression 3D céramique en tant que designer. Alors pour elle, c'est vraiment un outil de médiation avec la matière qui demande un vrai savoir-faire, comme la céramique manuelle. C'est pas du tout un outil déshumanisé, au contraire, parce qu'on pourrait avoir un peu cette image. Elle dit que ça implique le corps, le ressenti de la personne qui utilise cette machine 3D. D'ailleurs, on voit bien dans les objets qu'elle a réalisés et qu'elle a créés, qu'elle a imaginés, qu'il y a quand même beaucoup de subtilité, du relief, des jeux de transparence. C'est pas du tout froid. Pour elle, l'impression 3D, c'est vraiment une évolution dans le domaine de la céramique, notamment une façon différente de la travailler, autre chose que le tour. C'est une nouvelle médiation, en fait. Je voulais vous parler d'un autre exemple hyper intéressant. C'est un très beau vase, très sculptural et qui est assez impressionnant techniquement. C'est un vase qui a été conçu par le studio créatif Services Généraux pour la maison d'édition Théorème. Alors, si je dois décrire le vase, on a l'impression que ce sont plusieurs vases enchaînés entre eux comme des maillons. Il est noir, le dessin est à la fois assez complexe mais assez intriguant. Et donc, ça a été réalisé en céramique mate, imprimé en 3D. Ce qui est hyper fort dans ce projet, c'est que dans la majorité des cas, dans l'impression 3D, on peut percevoir quand même des trames, des couches de matière, une sorte de petite ligne de marquage. Il faut que le designer joue avec ça ou en prenne son parti. Alors que là, il y a
quasiment aucune trace, si je peux dire, de l'impression 3D, ou alors elle est vraiment pas visible à l'œil nu. C'est techniquement assez bluffant. Le rendu est aussi hyper fidèle au dessin d'origine des designers. Il a un vrai pouvoir tactile et esthétique très fort. Donc, comme je vous disais, il est noir, mais il y a une texture qui est très veloutée. Vraiment, je vous invite à aller voir des images de ce projet qui est vraiment très beau. Et là, réaliser ce vase artisanalement, c'était un peu trop compliqué en termes de moulage et de point de serrage. Donc, finalement, la fabrication 3D, elle s'est imposée ici comme une alternative. Oui, parce que finalement, en fait, tu peux... Enfin, j'imagine avec la différence de la main de l'homme, c'est que tu peux du coup faire des choses peut-être beaucoup plus perfectionnées et que plus techniques. Ça dépend du projet, vraiment, mais en tout cas, ça ouvre vraiment plein de nouvelles possibilités. Mais tu es d'accord qu'il y a ça peut lancer le débat que la machine remplace l'homme, du coup. Ça peut lancer le débat, mais il n'y a pas vraiment deux camps. Je dirais pas que l'artisanat et l'impression 3D, ça s'oppose. L'exemple dont je vous parle, là, le vase noir et la collection Tram dont j'ai parlé un peu avant, nous montre justement que ça ne se concurrence pas. Le regard et le ressenti de l'humain est essentiel dans les deux approches, que ça soit l'artisanat ou l'impression 3D. Elle peut même cohabiter. En fait, l'impression 3D, il faut le voir comme un nouvel outil de fabrication pour les designers, ou alors un outil de plus. Et surtout, c'est un outil qui est en train d'évoluer énormément et qui ouvre vraiment plein de possibilités et plein d'alternatives pour les designers. Oui, puis surtout, au début de l'impression de 3D, il y a l'homme. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée et l'envie. C'est lui qui appuie sur les boutons. Non, mais qui pense. Et il faut avoir l'idée de l'effet qu'il va y avoir sur le vase. Non, il y a un vrai ressenti et c'est pas du tout désincarné comme technique. Après, on a envie de l'utiliser ou pas, mais en tout cas, il faut savoir qu'il faut l'intégrer aujourd'hui comme un outil de fabrication. Il y a un projet, la UAU Project. Tu sais, ils font que des sculptures comme ça. Eux aussi, ils font que de la 3D. Mais évidemment, moi, ce qui m'a intéressé là, c'est que c'est de la terre. Ouais. Eux, c'est un espèce de plastique, mais c'est un plastique recyclé, je crois. Ouais, mais ça existe maintenant. C'est vrai que j'avais beaucoup plus vu des choses. Mais on a tous l'image d'un truc en plastique. Un peu pop et tout, qui était intéressante, mais pas forcément. Là, je trouve ça excitant. Ça évolue beaucoup, notamment avec les matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de matériaux différents. Avec des pigments, de la terre et tout. Donc finalement, oui, c'est ça. Tu vois, donc du coup, ça devient un pan génial. Enfin, ouais, c'est ça, c'est un nouveau pan. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup Marie, merci les filles, c'est terminé. On se retrouve la prochaine fois. Ça va être long d'attendre la prochaine. C'est vrai. T'as le temps de réfléchir à ta rubrique comme ça. Allez, bye bye, bonne journée. Bonne journée, ciao. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.